C'est Crime Story maintenant. Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Soyan. Aujourd'hui, quand Tantine mourra de John Dirks. Je crois que mon souvenir d'enfance le plus ancien doit être l'image du soleil éclaboussant de lumière les vitres colorées du salon oriental chez ma grand-tante Susanna Blandny. Pour mes sœurs et moi, notre grand-tante Susanna, que nous appelions Tantine, avait toujours représenté un personnage plus grand que nature. Se tenant très droite, sa prestance imposante n'avait pas été altérée par l'accumulation des ans et elle avait su conserver le port majestueux généralement associé aux reines de théâtre. Son monde était un immense logis aux allures de château, comptant une multitude de pièces remplies d'œuvres d'art et d'antiquité et entouré de vastes jardins. Ce domaine était pour nous un royaume enchanté où la limite entre le réel et l'imaginaire était si infime qu'il semblait possible aux contes de fées de devenir facilement réalité. Chez Tantine, rien n'était comme à la maison. Le moindre objet couramment utilisé était sculpté, doré, laqué, broché ou même enveloppé de soie. Lorsqu'elle sortait pour une promenade, Tantine s'appuyait sur une canne en ivoire incrustée de pierreries, tel le spectre d'une Maharani. Son parfum avait une senteur troublante que je n'ai jamais retrouvée ailleurs. Sa chambre à coucher ressemblait aux illustrations des contes d'Andersen. Ses téléphones étaient en argent et ses objets de toilette en or. Malgré cela, et en dépit de la profusion d'objets d'art, Maple Ridge n'était pas ce qu'on peut appeler un endroit plaisant. Il flottait dans l'air un je ne sais quoi de sinistre, de menaçant, d'étrange. Quand j'y pense aujourd'hui, il me semble que la sensation de peur indicible que j'éprouvais parfois était en quelque sorte prémonitoire de la mort tragique de Tantine et des révélations qui allaient s'en suivre. L'une des curiosités, et non des moindres, que Tantine ramena un jour de ses voyages fut son mari, oncle Troy. Tantine devait bien avoir 50 ans lorsqu'ils se marièrent. Oncle Troy était, sans aucun doute possible, beaucoup plus jeune qu'elle. Il avait un côté un peu décadent avec sa fine moustache et ses cheveux gominés. Il semblait avoir une grande connaissance des choses de la vie, sans avoir jamais eu à travailler pour subvenir à ses besoins. Il était, je crois, fort riche, lui aussi. Et très bavard. Je me souviens de mon père le décrivant un jour comme un raconteur accompli. Et c'est à partir de ce moment-là que, dans notre famille, l'oncle Troy devint le rat-conteur. L'histoire de Tantine était encore plus romantique et mystérieuse que celle d'oncle Troy. En effet, à la veille de son mariage, alors qu'elle était une toute jeune fille, son fiancé, Osmond Templeton, l'avait abandonnée, pour ainsi dire, sur les marges de l'église. L'histoire était évidemment bien plus compliquée et avait sans aucun doute un rapport avec la fortune de Tantine, fortune qui nous semblait inépuisable. Mais nos parents n'en parlaient jamais devant nous. Maman nous expliqua seulement que la tragédie qui avait bouleversé la jeunesse de Tantine avait plongé celle-ci dans une infinie tristesse et qu'elle avait tenté de surmonter en faisant plusieurs fois le tour du monde et en s'entourant d'objets précieux. Pendant toutes ces années, je ne me rappelle pas avoir jamais vu Tantine quitter Maple Ridge. À mes yeux d'enfant, elle semblait mener là-bas une vie satisfaisante, dans le calme et la tranquillité. Le domaine était tenu en état par une armée de jardiniers, mais la seule domestique admise à l'intérieur de la maison était Madame Radke. Madame Radke était à la fois cuisinière et gouvernante. Elle avait un aspect rébarbatif, parlait peu et surtout n'aimait pas les enfants.
Les années ont passé, mais je me souviens parfaitement du jour où, avec mes 2 sœurs, nous avons joué pour la première fois à Quand Tantine mourra. Nous étions allongés sur l'herbe tiède derrière la maison, les yeux perdus dans l'immensité du ciel. C'est alors que Myriam, la plus jeune de mes sœurs, dit « Quand Tantine mourra, j'aurai sa canne. Quand Tantine mourra, j'aurai le piano mécanique. » répondit Sonia. « Eh bien, moi, quand Tantine mourra, dis-je à mon tour, j'aurai la pagode, en teck, incrustée de rubis. » La pagode était un meuble d'environ 1,25 m de haut, très belle, très joliment sculptée. C'est ainsi que nous inventâmes ce jeu auquel, avec mes sœurs, nous jouâmes souvent quand nous allions en visite à Maple Ridge. En fait, c'est Tantine elle-même qui nous avait inspiré ce jeu. En effet, un jour que nous étions tous assis au salon en train de boire de la citronnade dans des gobelets en cristal d'une valeur inestimable, Tantine me dit « John, veux-tu aller chercher cette figurine derrière toi? Mais fais bien attention, et apporte-la-moi, s'il te plaît. » J'obéis, mais la peur de m'empêtrer les pieds dans l'épaisseur de la moquette me faisait battre le cœur d'une façon insensée. Tantine nous raconta alors d'où provenait la statuette. Prague ou Athènes, je ne me souviens plus très bien. Elle nous fit admirer la grâce du mouvement, les couleurs, les maillages. Ensuite, elle me demanda « Est-ce que ça te plairait de la voir, John? Eh bien, un jour, quand Tantine mourra, elle t'appartiendra. » Tantine n'avait jamais exprimé ce genre d'idée en présence de l'oncle Troy. Nous avions toujours considéré comme admis le fait qu'oncle Troy survivrait à Tantine, sans doute parce qu'il était infiniment plus jeune qu'elle. Nous en avions donc déduit que Tantine avait dû rédiger un testament secret par lequel elle nous léguait tous ses trésors. J'étais pensionnaire quand je reçus une lettre de maman à laquelle était joint un petit mot m'annonçant que l'oncle Troy était mort pendant son sommeil des suites d'un malaise cardiaque. Ainsi le temps passait. Oncle Troy venait de mourir. Qu'allait devenir Tantine? Seule, à nouveau. Qu'allaient devenir tous ces objets magnifiques qui excitaient notre envie? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Et le temps passa. Le temps passa. Tantine vécut les dernières années de sa vie dans une réclusion de plus en plus farouche, négligeant toute correspondance et n'encourageant plus les visites. Son âge était un secret des mieux gardés, mais nous savions qu'elle était plus près de 90 ans que de 80. Peu de temps avant Noël, toute la famille s'était retrouvée chez Tantine pour la durée d'un week-end prolongé. Mon père, ma mère, mes sœurs, moi et ma jeune femme, Stéphie. Je me rappelle avoir éprouvé beaucoup de peine en revoyant Tantine. Elle me sembla être devenue taciturne et me parut complètement désorientée par la soudaine irruption de toute la famille. Elle n'en finissait pas de s'excuser auprès de Stéphie, ma jeune femme, de ne pas être capable de retenir son nom. Sa santé déclinait et elle refusait toujours de voir un médecin. Ce soir-là, nous avons dîné dans la salle à manger de gala. Le feu de bois crépitait dans la cheminée pendant qu'au dehors soufflait un violent blizzard. Maman et Stéphie ayant préparé le repas, mes 2 sœurs s'étaient senties obligées d'entreprendre la vaisselle. Un peu plus tard, ne sachant trop quoi faire, nous nous sommes tous retrouvés au salon oriental, mal à l'aise dans notre application à faire semblant de ne pas remarquer la décrépitude de tout ce qui nous entourait. Vers 9h30, Tantine se mit à bâiller et, sans un mot, alla se coucher. Pendant la nuit, quelque chose m'a réveillé. Stéphie et moi avions une chambre donnant sur le devant de la maison, juste au-dessus de la porte d'entrée.
Ma montre indiquait presque 2 heures, lorsqu'un bruit que je fus incapable d'identifier me réveilla en sursaut. Immobile, je me souviens d'avoir attendu qu'il se reproduise, mais j'avais dû me rendormir lorsque retentit le cri qui réveilla toute la maison. Sans prendre le temps d'allumer la lumière, Stéphie et moi avons bondi dans le couloir obscur. Le hurlement strident avait fait place à un gémissement rauque, amplifié par la montée de la cage d'escalier et qui nous glaçait d'effroi. Au bas des marches, livide et dans un état proche de l'hystérie, nous avons trouvé Madame Radke, la vieille gouvernante. Elle tendait la main vers le rideau de perles qui ornait la porte du salon oriental. Toute la famille était maintenant rassemblée sur le palier du premier étage. Nous nous sommes tous engouffrés dans le salon oriental dont toutes les lampes étaient allumées. Tantine gisait sur la moquette devant la pagode en teck sertie de rubis. Une plaie ouverte au front, il était évident qu'elle était morte. 3 figurines en porcelaine habituellement placées dans une des niches de la pagode avaient dû être renversées. Elle n'était pas cassée, mais se trouvait par terre. Le médecin arriva dans les minutes qui suivirent notre appel. Depuis presque 2 ans, il suivait Tantine pour une insuffisance coronarienne et de l'arthrite, et il n'était pas convaincu qu'elle soit morte d'une crise cardiaque. Aussi appela-t-il la police. S'appuyant sur le fait qu'une personne frappée d'une crise cardiaque dans une maison pleine de monde sort rarement de son lit pour aller se promener seul au rez-de-chaussée, le médecin considérait tout à fait possible le fait que quelqu'un ait pu lui asséner un coup mortel. Seule une autopsie pourrait déterminer ce qui avait tué Tantine. L'arrivée de la police provoqua une nouvelle crise d'hystérie chez Madame Radke. Ébahis à la vue du musée hétéroclite dans lequel vivait Tantine, les policiers firent le tour de la maison, examinant une succession inépuisable de massues, coutelas, candélabres et autres pique-feu en cuivre. Quand le jour se leva, ils avaient pris des douzaines de photos, confisqué 9 armes potentielles, enregistré la déposition de chacun d'entre nous et emmené Tantine à la morgue. Le verdict du médecin légiste déclarant que Tantine était morte d'une simple crise cardiaque fit perdre à l'événement l'importance que la presse lui avait accordée. L'enterrement fut des plus lugubres, suivi seulement par les membres de la famille et par Madame Radke. Un peu plus tard, des hommes de loi vinrent jusqu'à la propriété afin d'y rencontrer mon père et son frère, l'oncle Gordon, tous deux co-exécuteurs du testament. C'est ainsi que nous apprîmes que Tantine n'avait pour ainsi dire pas laissé un sou. La maison et son contenu allaient être mis en vente et le produit de cette vente serait réparti entre nous tous et Madame Radke. Avant la vente, on nous donnait la possibilité d'examiner les biens de Tantine et de nous les partager après accord mutuel. Ce samedi-là, les formalités légales étant accomplies, il nous fut donc possible d'avoir accès à la propriété de Tantine. Nous étions donc, une fois de plus, tous rassemblés dans la vieille maison. Entourés d'un bric-à-brac de fanfreluches, de babioles et d'objets de pacotille plus fascinants les uns que les autres, nous avons vécu hors du temps les 2 ou 3 jours qui suivirent. Il y avait des enfilades de pièces entièrement garnies de meubles robustes et démodés, de pleins coffrets débordant de bijoux fantaisie retraçant l'évolution de la mode sur plus d'un demi-siècle, et les greniers regorgeaient jusqu'au chevron des acquisitions de toute une vie. Il nous fallut peu de temps pour découvrir ce que nos parents n'avaient jamais réalisé. Tantine était affligée d'un besoin maladif d'accumuler. Nous avons trouvé roulés des tapis persans d'une valeur inestimable et qui n'avaient jamais vu la lumière du jour depuis plus de 40 ans. Il y avait des souliers, des bottes, des gants, des sacs à main en charpie, des fourrures mangées au mythe et en lambeaux des robes du soir de toute beauté qui, de toute évidence, n'avaient jamais été sorties de leur emballage d'origine. Pendant que nous nous amusions au milieu de toutes ces trouvailles ou que nous nous querellions gentiment sur le partage du butin,
Mon père et oncle Gordon s'étaient attaqués à un énorme secrétaire rempli de vieux papiers, de lettres, de coupures de presse, de reçus de toutes sortes et de livres de comptes. Au cours du déjeuner, ils nous firent part du fruit de leurs investigations. Ils nous montrèrent d'abord un article très ancien qui relatait une agression à main armée dans une rue de Montréal. La victime avait survécu et son assaillant, notre grand-oncle Troy, avait été remis en liberté grâce à l'appui d'amis influents, après seulement quelques heures passées en prison. Les deux autres articles étaient encore plus étrangement dramatiques. L'un rendait compte de la mystérieuse disparition d'Osmond Templeton de Philadelphie la veille de son mariage avec mademoiselle Susanna Blandy, notre tantine. Osmond Templeton avait disparu sans laisser aucune trace, abandonnant une fiancée inconsolable et laissant la police confondue. L'article était accompagné de la photo d'un jeune homme dégageant une certaine suffisance. La même photo apparaissait dans le 3e article qui avait été publié près de 2 ans plus tard. Cet article révélait la découverte accidentelle du corps d'Osmond Templeton dans un placard inutilisé du grenier de la demeure familiale à Merton Park. Dans ses poches, on avait trouvé une alliance et 2 billets de train pour Chicago. Apparemment, Osmond s'était dissimulé dans le placard au cours de l'après-midi ou dans la soirée du jour précédent le mariage et s'y était trouvé enfermé par inadvertance. Et l'asphyxie l'avait terrassé malgré les efforts désespérés qu'il avait faits pour sortir. Ses appels et les coups frappés sur la porte avaient été étouffés par la robustesse et l'épaisseur des cloisons du placard qui se trouvaient dans un endroit reculé du grenier. Mon père nous expliqua d'où provenait tout l'argent dont Tantine avait disposé tout au long de son existence. C'était l'argent de Templeton. Il n'avait pas laissé de testament, mais à l'époque, il était courant de signer un contrat de mariage un jour ou deux avant que la cérémonie ait effectivement lieu. Dans le cas de Susanna, un jugement a été rendu, signifiant que le contrat tenait lieu de testament. Mais elle a dû toucher une fortune énorme, car à peine 2 ans auparavant, Templeton avait hérité de plusieurs mines de charbon. Oui, et une sacrée fortune. Il aura fallu à Tantine, comme vous l'appelez, une 60aine d'années pour en venir à bout. Je dois dire que je n'eus aucune difficulté à obtenir la pagode sertie de rubis. Tout le monde savait que j'avais toujours souhaité l'avoir et, de toute façon, elle était maintenant bien trop liée à la mort de Tantine pour que quiconque eût envie de se l'approprier. J'ai décidé de placer la pagode dans le salon de mon nouvel appartement. Stéphie, ma jeune épouse, voulait qu'on la décape. Elle était en train de s'appliquer à la frotter doucement quand, brusquement, la pagode s'ouvrit en 2 parties inégales, révélant à la base une cavité contenant un épais rouleau de papier. J'imaginais que Tantine essayait de sortir ses billets quand elle est morte, ce qui expliquait les figurines trouvées par terre intactes. Elle avait dû les déposer elle-même avant de tenter d'ouvrir le compartiment secret. Le cœur battant, je me saisis des billets. Il s'agissait d'obligations or d'une valeur de $1000 chacune. Il y en avait 50. En dessous se trouvait un petit sachet de toile rempli de poussière d'or et également un morceau de papier jauni. Le lendemain, nous portions au notaire les valeurs et l'or, mais le papier jauni fut brûlé le soir même. Je me souviens parfaitement du message qu'il contenait. Ma chérie, demain tu seras ma femme. Ce soir, avant que la fête commence et dès que tu auras pu te libérer de ta famille, viens me retrouver au grenier. Je t'attendrai dans le placard. Osmond. J'étais pétrifié. Ainsi, il était facile d'imaginer que ce soir-là, pour une raison que nul ne connaîtrait jamais, Tantine avait enfermé son fiancé dans le placard, le vouant à une mort certaine. Et tout à coup, me revint une phrase que répétait souvent notre Tantine. Elle disait « L'enfer n'existe pas ».
J'espère pour elle qu'elle ne se trompait pas. C'était Crime Story. Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, quand Tantine mourra, de John Darks.